Tout d'abord, Pierre-François Moreau, qui va nous parler du lexique de la violence dans l'œuvre de Spinoza. Il faut qu'il parle bien dans le micro, puisque nous sommes à la fois filmés et enregistrés. Bien, je vous demande d'excuser ce retard. Je suis censé faire cours au premier étage en même temps que je fais une conférence ici, et bien que je sois très très fort, ça pose quand même quelques problèmes de compatibilité. Bien. Spinoza, la violence, son lexique. Évidemment, le lexique n'a d'intérêt qu'en tant qu'il est porteur d'une certaine conceptualité, voire de plusieurs. Alors, dans quel texte Spinoza aborde-t-il la question de la violence? Deux textes essentiellement. D'une part, le traité théologico-politique, qui est publié en 1670, et d'autre part, le traité politique, qu'il laisse inachevé à sa mort en 1677, et qui est publié par ses amis dans les œuvres posthumes. Donc deux textes, tous les deux rédigés en latin, même s'il en existe très tôt, simultanément pour le traité politique, des traductions néerlandaises. Deux textes qui n'ont pas le même but. Le traité théologico-politique est ce qu'on pourrait appeler un pamphlet, au sens noble du terme, c'est-à-dire un texte qui a une visée politique précise, qui est une intervention dans un débat. Et tout ce qu'on trouve d'autre dans le traité théologico-politique vise à contribuer à cette intervention. Au contraire, le traité politique, donc le deuxième texte, se présente comme un traité de l'État, de ses formes, de son fonctionnement. Donc pamphlet d'un côté, traité au sens dogmatique de l'autre. En quoi le traité théologico-politique est-il un pamphlet? Et en quoi cela se verra-t-il éventuellement dans son lexique et dans sa problématique? Il vise à résoudre une question qui est: doit-on accorder la liberté de philosopher? Plus précisément, la liberté de philosopher est-elle utile ou nuisible à la piété et à la sécurité de l'État? Avec le mot sécurité de l'État, on voit déjà apparaître le lexique de la violence, ici de la contre-violence. Alors, qu'est-ce que c'est que la liberté de philosopher? Remarquez que Spinoza n'utilise jamais un terme qui est devenu très courant chez nous, le mot tolérance. Ce terme est absent du lexique spinozien, ou plutôt il n'y est présent dans le traité théologico-politique qu'une seule fois, mais cet apax est en fait un faux sens, si on le traduit par tolérance, puisqu'il s'agit de la capacité à supporter la douleur, c'est-à-dire tout à fait autre chose. À la fin du chapitre 20, Spinoza parle de ceux qui acceptent de mourir en martyr pour la liberté, et on les voit supporter la souffrance. C'est un des sens du latin tolerantia. Donc, Spinoza n'utilise pas le terme tolérance, il n'utilise pas non plus le terme liberté de conscience. Ce qui en tient lieu chez lui, c'est liberté de philosopher. Et en fait, par liberté de philosopher, il faut entendre à la fois la liberté d'avoir telle ou telle philosophie, bien sûr, mais aussi la liberté d'exprimer certaines opinions religieuses, puisque c'est d'ailleurs essentiellement de cela qu'il s'agit dans le traité, et enfin, la liberté de se livrer à des recherches scientifiques sans qu'elles soient accusées de contredire une philosophie ou une religion. Donc ce terme de libertas philosophandi, liberté de philosophie, de philosopher, recouvre en partie, tant bien que mal, ce que nous appellerions la liberté de conscience. Mais ça permet d'éviter justement le terme de conscience. Ça permet de ne pas faire référence à une conscience individuelle ou à ses droits. Si on peut fonder la liberté de philosopher, ce sera sur autre chose. Et d'abord, comme le titre l'indique, ce fondement, si fondement il y a, est un fondement négatif. Il ne s'agit pas de savoir ce qui autorise la liberté de philosopher, il s'agit de savoir ce qui ne l'interdit pas. C'est-à-dire, d'abord, est-ce qu'elle est nuisible? Et une fois qu'on a répondu non, elle n'est pas nuisible, on peut même ajouter, elle est même utile au plus haut point. Alors, nuisible et utile à qui? À quoi? Réponse à deux instances différentes qui expliquent le double titre du livre. À la piété, d'une part, d'où le titre théologico, trait d'union, et à l'État et à sa sûreté,
d'autre part, d'où le titre « Trait d'union politique ». Autrement dit, théologico, trait d'union politique, cela ne veut pas dire qu'on va comparer entre elles la théologie et la politique, ou qu'on va comparer entre eux l'État et l'Église. Cela veut dire qu'on va confronter la liberté de philosopher à la religion d'une part, et aux institutions qui la représentent, à l'État et ses sécurités d'autre part. Donc il y a bien trois instances qui sont confrontées, la philosophie, la théologie, la politique. Alors, ne pas s'y tromper, la théologie ici, ça n'est pas le discours des théologiens, c'est la théologie en tant que discours de la foi. C'est quelque chose qui pourrait être trompeur quand on regarde le vocabulaire spinoziste. On trouve chez lui le mot théologie et le mot théologien, mais ces deux mots n'ont pas de rapport entre eux. Le théologien est toujours représenté par Spinoza comme un être plutôt pervers, passionné, qui passe son temps à agresser ses semblables, au nom d'un discours en général inutile et qui n'a pas grand-chose à voir avec la foi. Donc le terme théologie est péjoratif chez Spinoza. En revanche, le terme théologie n'est pas péjoratif. La théologie, chez Spinoza, c'est le contenu de la foi. Donc c'est ce que le théologien ne fait pas. Donc la théologie, c'est ce qu'on trouve dans l'Écriture sainte. Alors que le discours du théologien, c'est une extrapolation inutile, voire nuisible, à partir de l'Écriture sainte. Donc première distinction, théologie, théologien, ce sont deux mots qui font signe vers des univers différents. Donc il ne s'agit pas du tout, dans la première partie, dans le premier versant, de se demander si la liberté de philosopher est agréable ou non aux théologiens. C'est une question que Spinoza ne se pose pas du tout, ou plutôt, il ne la pose dans la préface que pour y répondre immédiatement par les négatives. Il est évident que les théologiens sont contre la liberté de philosopher et qu'on n'essaiera pas de les convaincre. C'est aux autres qu'on s'adresse, aux croyants sincères. Ceux qui s'intéressent à ce qu'il y a dans l'Écriture sainte et à ce que l'Écriture sainte enseigne sur la piété. Donc à ceux qui s'intéressent à la théologie, et non pas au discours des théologiens. Le traité théologico-politique a 20 chapitres. Dans les 15 premiers, la première partie, on s'occupe du rapport entre philosophie et théologie, c'est-à-dire entre la philosophie et la parole de l'Écriture sainte. Dans les 5 derniers, on s'occupe du rapport entre la philosophie, donc l'exercice de la raison, et la sécurité de l'État. C'est au début de cette partie que je vais aller chercher l'exemplification du lexique de la violence. En effet, pour expliquer à quoi on a droit dans l'État, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'État sans remettre en cause sa sécurité, Spinoza recourt à un artifice logique qu'utilisent la plupart des théoriciens de l'État de son temps et qui est un excursus sur la question de l'origine de l'État. Comprendre l'État, dit-on au XVIIe siècle, c'est en comprendre l'origine. Évidemment, s'interroger sur l'origine de l'État, c'est tout à fait parallèle à toute une série de démarches du XVIIe et du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que l'origine de l'homme? Qu'est-ce que l'origine de l'État? Qu'est-ce que l'origine des langues? Etc., etc. Alors, comment, en milieu contractualiste, répond-on à la question de l'origine de l'État? Très simplement, par l'idée de pacte social, ou plutôt par toute une thématique qui associe un certain nombre de concepts spécifiques qu'on le retrouve sous la plume de tous les théoriciens, quitte à les faire varier d'une théorie à l'autre: état de nature, droit naturel et loi naturelle, pacte social, société civile. Ce qui est intéressant chez Spinoza, c'est qu'il n'utilise ces concepts que pour les subvertir presque aussitôt. Autrement dit, il reprend le lexique de ses prédécesseurs et de ses contemporains, mais en chargeant les mots de ce lexique d'un contenu qui le fait exploser. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on trouve chez la plupart des théoriciens du pacte? Je dirais même chez tous les théoriciens du pacte, sauf Spinoza. On trouve l'idée que pour comprendre vraiment l'essence de quelque chose, il faut le regarder à son origine. Que cette origine n'est pas un commencement historique. Donc que peut-être l'état de nature dont on parle n'a jamais existé, que le pacte n'a jamais eu lieu réellement, factuellement, mais que ça n'est pas important, puisque ce qui est important, c'est de connaître l'essence de la chose politique, et que cette essence nous est révélée par cette construction originaire. Alors, pourquoi procède-t-on à cette construction originaire? Parce que tous ces théoriciens partent de l'idée que dans la société telle qu'elle est actuellement,
nous ne voyons pas l'essentiel, parce que l'essentiel, qui est l'originaire, est recouvert par de l'accidentel et de l'inessentiel. C'est même le reproche principal qu'il formule contre Aristote, qui a été le principal référent de la politique pendant un millénaire et demi, et qui continue à l'être chez un certain nombre de penseurs. Ils reprochent tous à Aristote d'avoir pris les faits pour le droit, d'avoir cru que ce qui est de l'ordre du factuel aujourd'hui est de l'ordre du juridique, c'est-à-dire de l'essentiel, de l'originaire, aujourd'hui aussi, mais surtout dans cette autrefois logique qu'est le moment de l'origine. Donc la démarche originaire va consister à dépouiller le présent de ses oripeaux factuels pour aller chercher le noyau essentiel qui est à l'intérieur, qui seulement le légitime, et qu'on ne pourra voir à l'état pur que si on se le représente dans un passé, certes fictif, mais reconstruit de façon telle qu'il n'y ait en lui que les traits essentiels. Donc, on retire pour un instant du réel présent à la fois toute la hiérarchie sociale telle qu'elle existe, tout le pouvoir de la société, des ordres, de l'Église, du prince, etc., etc., des villes, des parlements, des universités, tout ce que vous voudrez. On retire du devant de la scène tout ce qu'il occupait, et on se demande qu'est-ce qu'il y a au fond de tout cela, et qui seulement justifie tout cela. Réponse, il y a au départ les droits et le fonctionnement de l'individu, et de l'individu seul. C'est donc à l'individu et à son fonctionnement que nous sommes renvoyés dans l'origine. Ce fonctionnement de l'individu à l'état isolé, c'est ce qu'on appelle l'état de nature. Le terme est évidemment emprunté à l'éthologie de la grâce, mais il est déporté dans un autre système de pensée où il trouve de nouveaux attributs. Alors, chacun des théoriciens place évidemment dans l'individu à l'état de nature tout ce qu'il voudra retrouver sous une forme transformée dans la société civile. Donc le principe est de décrire un état de nature qui, parce qu'il est à l'origine, est légitime. Parce qu'il n'est vicié en rien, corrompu en rien, est légitime. Deuxièmement, de montrer que cet état de nature, si on le laisse fonctionner seul, devient invivable. Autrement dit, que ce qui est légitime ne peut pas durer tel quel. Et qu'il faut donc quitter l'état de nature pour constituer la société civile, celle où nous sommes actuellement. Seulement la question est comment passer de l'état de nature à la société civile sans quitter la légitimité. Autrement dit, comment constituer une société civile qui ait les avantages de l'état de nature, à savoir sa légitimité juridique, et qui n'ait pas ses désavantages, à savoir sa dimension invivable. La réponse, pour les théoriciens contractualistes, est la théorie du pacte. Dans le pacte, les individus s'engagent, d'une façon ou d'une autre, et donnent au peuple qu'ils constituent les droits, ou une partie des droits qu'ils possédaient, et c'est seulement parce que la société a reçu ces droits de la part des individus originaires qu'elle est ou qu'elle peut être une société légitime. Bien entendu, ce parcours de l'état de nature à la société civile en passant par le pacte peut se révéler à double emploi. On peut s'en servir pour justifier la société telle qu'elle est, en disant « Regardez, je viens de démontrer que la société telle qu'elle existe est légitime parce que le souverain tire son pouvoir du pacte dans lequel les individus le lui ont donné ». Mais on pourrait aussi s'en servir pour démontrer le contraire, pour dire « Eh bien, la société telle qu'elle est, je constate qu'elle ne correspond pas à ce que le pacte autorisait. Et donc, elle est au moins en partie illégitime. » Et à ce moment-là, le même processus du pacte qui servait à justifier la société peut également servir à la dénoncer et à justifier soit une révolte contre un souverain étranger considéré comme oppresseur, c'est ce que vont faire les insurgents d'Amérique en 1776, soit une révolution contre un régime considéré comme fondé sur l'abus et non pas sur le droit. C'est ce que feront les constituants français en 1789. Donc il faut bien voir que cette théorie du pacte peut aussi bien légitimer que délégitimer la société existante. Elle n'est pas unilatérale dans ce fonctionnement.
Alors, si on regarde maintenant la logique de ce passage des individus naturels à la société civile, on constate que on les munit dans l'état de nature d'un certain nombre de droits et de puissances, et que c'est le jeu des effets, des insuffisances de ces droits et de ces puissances qui va permettre de passer à la société civile. Exemple, chez Hobbes, chaque individu, dans la mesure où rien n'existe qui puisse limiter juridiquement son droit, chaque individu a droit à tout. Il n'existe aucune loi dans l'état de nature, religieuse, civile ou autre, qui puisse lui interdire d'avoir accès à tout. Donc, chacun des hommes dans l'état de nature a droit à toutes les choses qui sont en son regard. Il peut les prendre en sa possession. Mais bien évidemment, comme chaque individu a droit à tout, tous ont droit à tout. Et donc ce droit à tout va très vite se transformer en droit à rien, puisque ce que je voudrais obtenir, l'autre aussi voudra obtenir, et pourra me le prendre de force, comme moi-même je peux le lui prendre de force. Contrairement à ce qu'on dit habituellement chez Hobbes, l'homme n'est pas méchant naturellement, il n'est ni bon ni méchant. Simplement, dans la mesure où le combat pour les biens matériels ou pour les biens comparatifs, l'honneur, la gloire, etc., peuvent amener des discordes ou des inimitiés entre les hommes et peuvent amener au fond chacun des autres hommes à vouloir me tuer, la prudence élémentaire, la première loi naturelle qui me conseille de sauvegarder ma vie, me conseille d'attaquer le premier pour éviter d'être pris par surprise. Donc ça n'est pas parce que je suis méchant que je vais tuer l'autre, c'est simplement pour éviter qu'il me tue, puisque aucune loi ne l'en empêche, et qu'aucune loi ne m'en empêche non plus. Au contraire, la première des lois naturelles, qui consiste à conserver ma vie, me conseille d'attaquer le premier. Autrement dit, potentiellement, l'état de nature, précisément parce que l'homme y a droit à tout, devient un droit à rien et une guerre menaçante de tous contre tous. Cet état, qui est le seul légitime à l'origine, est en même temps totalement invivable, puisque chacun y est presque sûr de perdre la vie aussitôt. Il faut donc que les hommes, pour assurer leur sécurité, constituent un souverain qui les protégera les uns contre les autres. Ils ne peuvent le faire qu'en abandonnant un individu à quelques hommes, une assemblée, ou à la totalité des hommes, donc à un souverain monarchique, aristocratique ou démocratique, la totalité de leur puissance, afin que la force ainsi constituée les force à respecter les lois civiles que le souverain constituera. Et après, apparemment, chez Hobbes, tout semble marcher bien. Et ce qui était tout à fait étonnant chez les théoriciens du pacte, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a quitté l'état de nature, tout marche bien. Donc, le pacte, une fois réalisé, est un pacte efficace. Il nous fait abandonner la violence absolue chez Hobbes, relative chez les autres de l'état de nature, pour nous donner désormais la sécurité. Autrement dit, on a une problématique simple, violence totale ou partielle avant le pacte, sécurité après le pacte. Qu'en est-il chez Spinoza? Chez Spinoza, on va constater que la violence se démultiplie. C'est-à-dire qu'il y a en fait plusieurs sortes de violence, plusieurs degrés d'une histoire logique de la violence, et que si elle peut dans un premier temps être explicitée dans le vocabulaire du pacte, assez vite ce vocabulaire se révèle insuffisant et voit apparaître à l'intérieur même de ces formules une série de termes, une série de raisonnements qui le font éclater. Début du chapitre 16 du traité théologico-politique. Spinoza explique, de façon extrêmement classique, que à l'origine de la société, il y a une promesse faite par les hommes les uns aux autres, et que pour comprendre le contenu de cette promesse, il faut comprendre comment ils sont à l'état de nature, et comment ils sont à l'état de nature, c'est qu'ils fonctionnent à partir de leur droit naturel. On a l'impression de lire du Hobbes, du Pufendorf, ou qui vous voudrez parmi les théoriciens du pacte. Donc, je cite, « Pourquoi l'état de nature est impossible ? Parce qu'à l'état de nature, il n'y a pas de loi ou de droit qui interdise quoi que ce soit. Et c'est pourquoi, c'est dans la deuxième page du chapitre 16, c'est-à-dire du chapitre qui fonde l'État, de là, il s'ensuit que le droit et l'institution de la nature
sous lequel tous naissent et sous lequel la plus grande partie des hommes vivent, n'interdit rien, sinon ce que personne ne désire et ce que personne ne peut. Il n'interdit pas non contentiones, non odia, non iram, non dolos, nec absolute aliquid quod appetitus suadet adversari. Donc il n'interdit pas les disputes, contentiones, les haines, odia, la colère, iram, les ruses, dolos, ni absolument rien de ce que l'appétit persuade. Donc voilà la dimension de la violence naturelle qui est tracée. Haine, au pluriel, colère, ruse, dissension, et tout cela fondé dans l'appétit. Une remarque cependant, lorsqu'il s'agit d'expliquer ce caractère insupportable de l'état de nature, on voit que Spinoza immédiatement traduit cette violence en termes pour l'essentiel psychologiques. Cotentio, odium, ira, la colère, les dissensions, enfin les discordes, la haine, ce sont effectivement des descriptions passionnelles. C'est-à-dire que ici, au lieu de s'en remettre totalement à un mécanisme qu'on pourrait dire presque logique, comme c'est le cas chez les autres théoriciens du pacte, ce mécanisme logique reçoit presque tout de suite un contenu qui est un contenu, on dirait en termes modernes, psychologique, et on dirait au XVIIe siècle, un contenu emprunté à la théorie des passions. Il est même tellement emprunté à la théorie des passions qu'on nous indique au passage la racine commune de ces 4 passions, qui est l'appétit, c'est-à-dire le désir. Donc Spinoza semble ici quand même déjà poser un jalon dans cette théorie de l'état de nature. Il est en quelque sorte en train de nous dire, je décris la violence interhumaine, mais cette violence, pour la décrire, j'ai besoin de termes affectifs. Et ces affects renvoient tous à une racine commune qui est le désir. Donc tout se passe comme si le juridique était toujours déjà de l'affectif. Comme si le contenu du droit naturel, bien que ce ne soit pas thématisé, c'est simplement énoncé au passage, comme si le contenu du droit naturel était presque immédiatement du psychologique, du passionnel. Comme si immédiatement le droit renvoyait au désir. À part cela, on continue exactement comme chez les théoriciens du pacte, c'est-à-dire tout cela devient insupportable, donc les hommes vivent dans la peur, mais tous, et pour quitter la peur, ils se font les uns aux autres la promesse qu'ils vont constituer un État et qu'ils obéiront désormais aux lois de cet État. Et la société civile est constituée. Autrement dit, à part ce léger détail, mais dont on pourrait peut-être trouver l'équivalent au passage, chez d'autres théoriciens du pacte, et qui, encore une fois, n'est pas thématisé en tant que tel, à part ces détails que le droit est immédiatement décrit en termes affectifs, on est bien dans une théorie classique du pacte. Il y a quand même un deuxième détail qui devrait nous gêner un peu, c'est que, aussitôt après avoir énoncé cela, Spinoza ajoute que, bien entendu, lorsque chacun fait la promesse d'entrer dans la société civile, il n'a pas forcément l'intention de tenir cette promesse. Ben, on pourrait dire que c'est quelque chose de curieux. Le pacte est fondé sur une série de fausses promesses. Le vrai pacte, parce que c'est un vrai pacte, est fondé sur des fausses promesses. Mais je dirais, tant qu'on en reste là, même un théoricien classique du pacte pourrait accepter cette idée, puisque tous les théoriciens contractualistes ajoutent qu'effectivement, ce qui est important dans le pacte, c'est qu'il constitue une force, et que le souverain aura à sa disposition la force qui permettra d'obliger les délinquants, les traîtres, à respecter ce à quoi ils se sont engagés. Donc, sans le dire nécessairement de façon explicite, les théoriciens contractualistes se rendent bien compte qu'il y aura des gens qui soit oublieront leur promesse, soit peut-être, en la faisant, avaient dès le début l'intention de l'oublier. Le détail supplémentaire chez Spinoza, c'est que lui, il le mentionne dès le départ. Autrement dit, la possibilité que le pacte soit constitué de promesses fausses est envisagée par lui explicitement, non pas comme l'exception, mais peut-être comme la règle. Mais apparemment, ça ne gêne pas du tout la constitution de la société civile. Ça ne gêne pas sa constitution. Est-ce que ça ne gêne pas sa conservation, en revanche? Réponse oui, absolument.
En effet, si le chapitre 16 du traité a explicité une théorie de la fondation de l'État par contrat qui nous paraît tout à fait classique, aux quelques inflexions près que je viens de souligner, le chapitre 17 semble en prendre exactement le contre-pied. Donc tout se passe comme si Spinoza disait, regardez, je passe un chapitre à faire comme tout le monde et à vous dire comment l'État sort d'un pacte, vous avez bien compris, maintenant on passe au chapitre suivant, je vais expliquer que tout ça est faux. Et effectivement, début du chapitre 17, Spinoza explique, tout cela est vrai en théorie, mais en pratique ça ne marche pas comme ça. Donc Spinoza procède comme si, au fond, le pacte était un langage. Donc il est peut-être vrai en tant que langage, mais il ne décrit pas les faits. Alors bien entendu, qu'il y ait une discordance entre le fait et le droit, ça n'est pas une nouveauté pour une théorie de droit naturel. Tous les théoriciens de droit naturel passent leur temps à dire ça. Mais en même temps, chaque fois qu'ils notent une discordance entre le fait et le droit, c'est pour dire que le fait doit se soumettre au droit, doit être rattrapé par le droit. Donc pour penser la discordance comme exception, comme abus, comme chose à réparer. Chez Spinoza, il s'agit beaucoup moins d'abus ou de choses à réparer que d'une réalité pratique qui circule sous la théorie et que la théorie est destinée peut-être à masquer ou à rattraper, mais qu'elle n'arrivera pas à rattraper. C'est pourquoi il faudra quelque chose de plus que le pacte pour faire fonctionner la société. Alors comment ça se présente en réalité? Ou de façon très simple, admettons que le pacte ait eu lieu, semble dire Spinoza, je résume l'argumentation du chapitre 17. D'accord, le pacte a eu lieu, la société civile est fondée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe après? Après, les hommes, les individus qui ont passé le pacte et qui sont maintenant les citoyens ou les sujets de la société, n'ont pas été transformés eux-mêmes. Leur rapport juridique a peut-être été transformé. Le langage dans lequel on parle d'eux a été transformé. On dit maintenant ils sont un peuple au lieu de dire ils sont des individus. Mais qu'est-ce que ça a changé au fonctionnement de leur corps? Et donc de leur âme, puisque l'âme et le corps sont corrélatifs. Qu'est-ce que ça a changé à leur façon de se nourrir, d'attraper le monde extérieur, d'être agressés par le monde extérieur, et à la façon dont tout cela se traduit dans leur âme, c'est-à-dire par leur passion. Il n'y a pas de miracle juridique qui supprimerait les passions qui étaient dans l'homme à l'état de nature. D'où, dans une lettre où un de ses amis demande à Spinoza « Qu'est-ce qui distingue votre théorie de celle de Hobbes ?» Il répond, c'est lettre qu'on numérote 50 dans les éditions de la correspondance, il répond « Chez Hobbes, le droit naturel s'arrête au moment du pacte, chez moi il continue. » Autrement dit, le pacte a peut-être tout changé, mais en fait il n'a rien changé. Il a peut-être tout changé dans le langage, mais dans la réalité du fonctionnement des individus, eh bien nous avons toujours les mêmes passions, puisque nous avons toujours les mêmes désirs. Donc, une fois que le lendemain du pacte, l'individu se réveille, certes il se réveille citoyen, mais il se réveille citoyen avec les mêmes désirs qui vont engendrer les mêmes ruses, les mêmes colères, les mêmes vengeances, les mêmes dissensions, les mêmes haines. Et donc, il y a toutes les raisons pour que ça recommence. Alors on pourrait dire, oui, mais il y a quelque chose qui va les empêcher, c'est effectivement le souverain, et le souverain qui possède la force. Effectivement, ça n'est pas faux. Le souverain possédant la force peut, non pas simplement parce qu'il édicte des lois, mais parce qu'il a tout simplement la police et l'armée à sa disposition, essayer de faire respecter ces lois. Comment le fait-il? À quoi ça sert la police et l'armée? Évidemment, on peut tuer les gens, mais si on les tue, certes, ils ne désobéissent plus, mais ils n'obéissent plus non plus. Donc, ce n'est pas très économique. Qu'est-ce qu'on fait avec la police et avec l'armée? Réponse, on fait peur. Autrement dit, l'efficace du pacte et de la constitution du souverain amène à faire entrer une nouvelle passion dans le jeu passionnel, et vous voyez qu'on est toujours de nouveau renvoyé à l'affectif, psychologique, c'est la crainte, qui dans certains cas va pouvoir contrebalancer la haine, la colère, la discorde. Sauf que, ajoute Spinoza, on ne peut pas gouverner un État entièrement par la crainte pendant très longtemps. Un État qui ne fonctionne que par la crainte
est un État qui s'effondrera. C'est un État qui est emmené très vite à l'extrême de la violence et qui donc trouvera très vite dans la violence sa propre fin. Churchill disait on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Bon, c'est exactement ce que Spinoza dit dans son langage à lui. Question, qu'est-ce qu'on peut faire sinon avoir recours à la crainte? D'abord, il faut analyser ce qui se passe une fois que l'État est constitué. Pourquoi est-ce qu'il risque d'être détruit? Pourquoi les passions de chaque citoyen, au fond, ne s'harmonisent pas spontanément? Après tout, il y a des théories de l'État dans lesquelles on pense que les passions humaines créent de la socialité. Alors Spinoza dirait que ça n'est pas faux, elles peuvent créer de la socialité. Mais en fait, cette socialité est minimale. La similitude qu'il y a entre les hommes a beaucoup plus de chances de créer de l'antisocialité que de la socialité. Par exemple, le fait que les hommes soient constitués de la même façon, se ressemblent, fait qu'ils ont les mêmes désirs. Mais le fait que plusieurs hommes aient les mêmes désirs pour le même objet ne les rend pas plus sociables, au contraire, ils vont se battre pour cet objet. Donc, comment peut-on analyser les réactions de citoyens à l'intérieur de l'État une fois constitué? On pourrait dire qu'il y a deux sortes de noyaux affectifs qui permettent de rendre compte du fonctionnement minimal du citoyen. Le premier de ces noyaux, c'est ce qu'on pourrait appeler le noyau de l'identité personnelle. Pour Spinoza, l'identité personnelle, ce n'est pas du tout quelque chose de donné. Ce n'est pas un droit irréductible, il n'y a pas des droits de l'homme qui existeraient de façon définitive, imprescriptible. On constate simplement que dans les conduites des individus, il y a certaines choses qui est très difficile d'attaquer directement ou de détruire directement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait que, je cite, c'est au début du chapitre 17, c'est la deuxième phrase du chapitre 17, jamais personne ne transmettra son droit. Donc, jamais personne n'ira aussi loin dans le pacte originaire, jamais personne ne transmettra son droit de façon qu'il cesse d'être un homme. Alors, que veut dire cesser d'être un homme? Cesser d'être un homme, ça voudrait dire cesser de fonctionner avec les désirs fondamentaux où on se reconnaît soi-même, cesser de produire immédiatement le cercle imaginaire dans lequel on reconnaît soi-même et ses familiers. Donc jamais personne ne transférera sa puissance et par conséquent son droit à un autre de façon qu'il cesse d'être un homme, et jamais le souverain n'aura une puissance telle qu'il puisse obtenir, alors je cite la série, que quelqu'un se porte de la haine à lui-même, que chacun déteste celui qui lui a fait du bien, que chacun aime celui qui lui a fait du mal, que chacun ne se venge pas des injustices et que chacun soit libéré de la crainte. Autrement dit, il y a un petit cercle de passions, et remarquez que ce n'est pas tout à fait celle qui était citée tout à l'heure, ce n'était pas les passions violentes de l'état naturel, ce sont, je dirais, les passions qui constituent l'identité individuelle. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'on ne se haïsse pas soi-même, la reconnaissance spontanée qui fait qu'on ne va pas haïr son bienfaiteur, le sentiment de vengeance spontanée qui fait qu'on en veut à celui qui nous a fait du mal, et le sentiment de crainte dont on n'est jamais totalement libéré à l'égard des phénomènes naturels aux autres hommes. Donc on pourrait dire amour de soi, crainte, reconnaissance, sentiment de vengeance. Bien entendu, ce sont des sentiments qui ne sont pas contradictoires avec l'état naturel, mais ce sont des sentiments qui sont en quelque sorte exacerbés par la vie en société. Parce que dans la vie en société, je passe mon temps à m'accrocher avec autrui, au contraire, à recevoir une faveur d'autrui. D'où l'exacerbation de sentiments interindividuels, qui étaient moins présents à l'état de nature. L'ensemble de ces sentiments individuels forme donc un premier noyau passionnel qui est ce qu'on pourrait appeler le noyau de l'identité individuelle. Remarquez que Spinoza ne dit pas qu'on ne peut pas attaquer ce noyau, il dit qu'on ne peut pas l'attaquer directement. Ce qui veut dire qu'éventuellement, on pourrait trouver le moyen de faire renoncer un individu à ces sentiments-là. Mais il faudra mettre en jeu des passions beaucoup plus fortes. C'est-à-dire que ce n'est pas un simple commandement
qui fera que l'individu se détestera lui-même, ou sera libéré de la crainte, ou haïra son bienfaiteur. Il faudra tout simplement mettre en jeu un système de passion beaucoup plus fort, beaucoup plus lourd que celui qui naît spontanément dans chaque individu. Il faudra donc ce qu'on appellera plus tard une idéologie. Mais dans le langage Spinoza, on pourrait dire qu'il faudra une dévotion ou une révérence. Peut-être des sentiments extrêmement forts, quasi religieux entre le souverain, peuvent nous amener à dénoncer nos amis, peuvent nous amener à mourir pour le souverain. Donc, accepter de mourir pour le souverain, c'est bien rejeter, au moins pendant un certain temps, la crainte. Accepter de dénoncer nos amis, c'est bien rejeter le sentiment spontané de reconnaissance. Donc même les sentiments qui constituent le cercle des passions les plus individuelles peuvent être contrebalancés, mais ils ne peuvent pas être contrebalancés par un simple commandement. Ils ne peuvent être contrebalancés que par un énorme contrepoids passionnel. Deuxième cercle maintenant, après celui de l'identité individuelle. Il y a ce que j'appellerais le noyau passionnel antipolitique, antisocial. Ce qui fait que chaque citoyen se réveille chaque matin ennemi de l'État. Nous avons passé le pacte, nous avons constitué l'État. Bon, et après? Une fois que l'État a été constitué, qu'est-ce qu'on trouve dans l'État? On trouve des puissants et des sujets, on trouve des riches et des pauvres, on trouve des lois qui nous empêchent de faire tout ce que nous voulons, et on trouve la nécessité de travailler pour obtenir de quoi continuer à vivre. Or, constate Spinoza, il y a un certain nombre de passions fondamentales, alors qui ne sont pas les passions de la violence primitive, qui ne sont pas les passions de l'état de nature, mais qui sont engendrées par le même jeu du désir, qui sont le fait qu'on peut constater. Alors Spinoza ne les déduit pas. Il ne les déduit pas parce qu'il semble penser que c'est évident pour nous. C'est évident pour n'importe qui a lu les historiens romains, par exemple. Quand on a lu Tite-Live et Tacite, Salluste et Cancurs, on sait que c'est comme ça. La nature humaine est ainsi faite que les hommes préfèrent le plaisir au travail. Et que le plaisir et le travail soient des constituants fondamentaux de la nature humaine. Il suffit de regarder le restaurant de l'école, vous en remarquerez, il y a le menu plaisir et le menu travail. Alors, il y a aussi un menu Crous, mais ça, Spinoza envisage pas, chapitre 17. Donc, spontanément, nous préférons le plaisir au travail. Spontanément, ceux qui sont au sommet de l'hiérarchie sociale méprisent ceux qui sont en dessous. Et non moins spontanément, ceux qui sont en bas de cette hiérarchie envient, jalousent ceux qui sont au-dessus. Autrement dit, mépris et jalousie se font face symétriquement, comme engendrés par ces premières relations sociales créées par le pacte. Enfin, puisque les lois nous empêchent de faire ce que nous voulons, bien entendu, chacun de nous est potentiellement ennemi de ces lois, c'est-à-dire que lorsque des lois restreignent le pouvoir des dominants, les dominants ont envie d'abuser de leur pouvoir, et d'autre part, les dominés, les misérables, ceux qui n'ont rien, conçoivent évidemment la loi comme un facteur d'injustice. Autrement dit, chaque fois qu'on va faire briller devant leurs yeux l'espoir d'un changement, ils vont être prêts à partir. Donc, chaque promesse de révolution, chaque promesse de bouleversement, qui bien entendu risque d'apporter une guerre civile qui ramènera tout le monde à l'état de nature et à la destruction de tous, néanmoins, a dans un premier temps toutes les chances de se déclencher parce que les pauvres, les misérables, les sujets privés de droits y verront, certes illusoirement, mais justement ils ne peuvent pas lutter contre cette illusion, ils y verront un moyen d'améliorer leurs conditions. Autrement dit, après le premier noyau identitaire, il y a un deuxième noyau passionnel, qui est un noyau qui, par le goût de l'abus de pouvoir et symétriquement la haine de la loi et l'espoir du changement, par le mépris du côté des chefs et la jalousie du côté des dominés, par la préférence spontanée pour le plaisir contre le travail, fait que, encore une fois, chaque matin, chacun d'entre nous se réveille ennemi de l'État. Autrement dit, semble dire Spinoza, on peut bien constituer l'État par le contrat social, mais ça ne change rien. Ce contrat est totalement inefficace. Donc on aboutit à ce paradoxe que Spinoza reconstruit la société comme le font les théoriciens du pacte, en montrant comment la violence, contre la violence de l'état de nature, contre les haines, la colère, les haines, les ruses et les discordes de l'état de nature, tous les individus sont amenés à tenter de les surmonter en constituant une autorité souveraine,
Mais à la différence des théoriciens du pacte, des autres théoriciens du pacte, il ajoute qu'au fond, cette solution n'a rien résolu, n'a rien changé. D'où cette formule étrange, cela est vrai en théorie, mais pas en pratique. On a envie de se dire, si c'est vrai seulement en théorie, pourquoi prendre la peine de l'expliquer? Réponse, parce que c'est un langage qui rend parfaitement compte de l'imaginaire des citoyens. Mais la réalité de leur fonctionnement est évidemment différente de leur imaginaire. La réalité de leur fonctionnement, c'est d'abord cette espèce de noyau identitaire qui est constitué autour de la crainte, de la reconnaissance et du sentiment de vengeance, et ensuite ce noyau antipolitique qui est constitué autour du mépris, de la jalousie, de la préférence pour le plaisir contre le travail et de la tendance à bouleverser les lois ou à abuser du pouvoir si nous y trouvons profit. Donc, on se retrouve dans cette situation étrange où, dans leur intérêt, et sachant que c'est leur intérêt, les individus se sont constitués en citoyens, constitué un État pour les diriger, et où en même temps, chacun de ceux qui sont devenus citoyens va faire spontanément tous ses efforts pour détruire cet État qui est censé le protéger. Alors on pourrait dire, bien entendu, si le citoyen est raisonnable, il saura qu'à long terme, il vaut mieux obéir à une loi qui le gêne un peu, plutôt que de plonger dans une guerre civile qu'il détruira. Mais précisément, les citoyens ne sont pas raisonnables. Il n'y a aucune raison qu'ils le soient. Ils n'ont aucun devoir de l'être. Donc, un État sera bien constitué quand il tiendra compte dans sa constitution du fait que les citoyens sont passionnels et non pas rationnels. Un État qui ne fonctionne que si ses citoyens sont rationnels est un mauvais État qui est destiné à s'écrouler le plus vite possible. Et il faut ajouter, car bien entendu, les théoriciens de la politique disent toujours que les citoyens sont passionnés et non pas rationnels. Mais il faut ajouter, un État qui ne fonctionne bien que si les dirigeants sont rationnels est destiné à s'effondrer. La passion n'est pas seulement du côté des dominés, elle est du côté des dominants. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler là l'anti-platonisme politique de Spinoza. C'est pas la peine d'imaginer un État où les philosophes seraient rois. D'abord parce que les philosophes sont aussi passionnés que les autres, et en outre, un État qui ne peut fonctionner que s'il est dirigé par des gens supposés être sages est un mauvais État. Donc, la question que se pose Spinoza, et qu'il ne résout pas, parce que ce n'est pas son problème dans le traité théologico-politique, c'est comment faire fonctionner un État en sachant, au fond, que le contenu réel du droit naturel, ce sont les passions. Et que ces passions n'étant pas supprimées par le pacte, l'état de nature, d'une certaine façon, continue après le pacte. Simplement, il continue sous une forme transformée. La société, cet état de nature, continue par d'autres moyens, continue dans un autre langage. La même source des passions, c'est-à-dire le désir, l'appétit, est toujours là dans chaque individu. Simplement, elles ne prennent plus dans la société la même forme qu'elles prenaient dans l'état de nature. Le problème sera donc non pas uniquement comment donner aux souverains une police et une armée pour faire peur aux citoyens, mais comment donner aux souverains, premièrement, à la fois une police, une armée et un système passionnel qui fasse échec au système passionnel antipolitique, d'où l'utilisation de la religion sur le plan politique, d'où la révérence pour le souverain, d'où un jeu d'intérêts qui doit faire que chacun perçoive immédiatement que son intérêt est lié à la perpétuation de l'État et au respect des lois. Et puis deuxièmement, donner au souverain en même temps des limites, et pas des limites purement législatives, mais des limites passionnelles aussi, qui l'empêchent d'excéder son propre pouvoir. Donc la conservation de l'État est bien liée à un jeu passionnel et du côté des dominés et du côté des dominants. C'est pourquoi, par exemple, Spinoza considère comme un État bien construit l'État des Hébreux après Moïse et avant l'institution de la monarchie, parce que personne n'y a le pouvoir absolu. Il y a d'un côté les princes, chefs des tribus, et de l'autre les prêtres. Les princes n'ont pas le droit de prendre des décisions importantes sans demander l'autorisation des prêtres, mais réciproquement, les prêtres n'ont pas le droit de prendre l'initiative des questions qu'on leur pose. Autrement dit, il est visible aux yeux du peuple que le prêtre n'a pas, que les grands prêtres n'ont pas le pouvoir, puisqu'ils ont simplement le pouvoir de répondre aux questions, mais jamais ils ne peuvent d'eux-mêmes prendre l'initiative. Et d'autre part, si un prince voulait par exemple déclencher la guerre, il ne pourrait pas le faire sans demander l'autorisation des prêtres, c'est-à-dire sans manifester à tous qu'il n'a pas le pouvoir absolu. Autrement dit, la Constitution est faite de façon telle que chacun des deux demi-pouvoirs, prêtre et prince, en quelque sorte contrôle, équilibre
l'autre et l'empêche d'excéder le propre cercle de sa puissance. De même, dans la Constitution mosaïque, les lois du Jubilé font que tous les 7 ans, on redistribue les terres de façon que, certes, il y a des riches et des pauvres, mais jamais personne n'est excessivement pauvre ni excessivement riche. Donc le mépris et la jalousie, qui sont parmi les plus sûrs moyens passionnels de la destruction de l'État, ne peuvent se développer ni d'un côté ni de l'autre. Et enfin, la religiosification, si vous permettez ce néologisme général de la politique, dans l'État des Hébreux, fait que le travail devient en quelque sorte un plaisir, parce qu'il est transformé en fête, en rite religieux, et que chacun, au fond, reconnaît son rapport à l'absolu dans les plus simples gestes de la vie quotidienne. Le problème, c'est que cette solution d'État des Hébreux est maintenant impraticable. Cette théocratie hébraïque ne peut plus être appliquée à l'époque moderne, il faudra donc lui trouver des équivalents. Et l'équivalent sera le contraire, c'est-à-dire la désacralisation totale de l'État. Comment se pose maintenant la question dans le traité politique? Première remarque, Spinoza n'a évolué en rien sur la description de la violence naturelle. Je cite, chapitre 2, paragraphe 8. Qu'est-ce que le droit naturel? Réponse, alors vous allez reconnaître la formule. Il suit de là que le droit à l'institution de la nature, sous lequel naissent tous les hommes et sous lequel la plus grande partie d'entre eux vivent, ni il, ni zi quod nemo cupit et quod nemo potest prohibere, n'interdisent rien si ce n'est ce que personne ne désire et ce que rien n'interdit, et ce que personne ne peut, pardon. Non contentiones, non odia, non iram, non dolos, nec absolute aliquid quod appetitus suadet adversari, et ne s'oppose ni au discorde, ni aux haines, ni à la colère, ni aux ruses, ni absolument à rien que l'appétit persuade. C'est exactement mot pour mot la même phrase qu'on trouvait au début du chapitre 16 du traité théologico-politique. Spinoza se recopie donc lui-même. Donc, de 1170 à 1177, il n'y a pas d'évolution. Il est très clair que l'état de nature est animé par une violence spontanée. Cette violence spontanée prend les formes paradigmatiques de la colère, de la dissension, de la haine, de la ruse, c'est-à-dire des formes pré-politiques. Ces formes sont reconductibles à une racine commune qui est le désir, rien n'a changé. La différence, c'est qu'à aucun moment dans le traité politique, Spinoza ne parle de pacte. Donc ici, le langage du pacte est totalement abandonné. Le pacte n'est même pas un moyen, certes inefficace dans les faits, mais utile théoriquement contre la violence spontanée. Pourquoi? Eh bien parce que Spinoza, ici, pense pouvoir faire l'économie du pacte, parce qu'il parle immédiatement en termes d'équilibre, de contrepoids et, au fond, de jeu d'intérêt. Et c'est pourquoi il va faire dans le traité politique ce qu'il ne fait pas dans le traité théologico-politique. Il va décrire dans le détail l'ensemble des contrepoids qui vont faire fonctionner chaque type d'État. Autrement dit maintenant, le raisonnement ne se fait plus à partir du jeu passionnel individuel, il se fait à partir des intérêts et de la façon dont les différentes constitutions enclenchent les intérêts des uns et des autres de façon à ce que tout un chacun poursuive la vie de l'État, obéisse à l'État parce que son intérêt immédiatement économique, vital, est en jeu. Donc, d'une certaine façon, on passe du langage de la passion au langage de l'intérêt. Est-ce que c'est totalement vrai? Je pense oui, dans l'ensemble. Donc, on passe de la violence de la passion à l'efficacité de l'intérêt dans le traité politique. Sauf que on rencontre encore d'ici de là, et de nouveau dans le discours d'ailleurs, des traces de la passion. Quand exactement? Eh bien, précisément chez les nobles, chez les aristocrates, chez ceux qui sont prêts à expliquer qu'il ne faut pas laisser de pouvoir au plus grand nombre. Lorsque Spinoza décrit la monarchie, il explique que le monarque doit avoir très peu de pouvoir. En fait, le monarque est un monarque constitutionnel qui choisit entre les différentes propositions que ses conseillers formulent pour lui, et les conseillers les ont formulées à partir de discussions qui ont été très larges à l'intérieur
de la population des sujets du monarque. Spinoza ajoute, c'est le moment où il a expliqué comment la multitudo, donc l'ensemble, la multitude organisée en monarchie, participe aux décisions. Ce que nous avons écrit fera peut-être rire ceux qui restreignent à la seule plèbe les vices inhérents à tous les mortels. La foule, dit-on, n'a aucun sens de la mesure, elle est redoutable à moins qu'on ne la frappe de terreur, elle est servile quand on la domine, et arrogante quand elle domine, elle est étrangère à toute vérité et à tout jugement, etc. Le etc. renvoyant sans doute à la série des vices dont ceux qui viennent d'être cités sont les premiers. Donc, voilà que réapparaît tout d'un coup la violence spontanée. Mais la violence spontanée, dans le discours des nobles, des aristocrates, est ici assignée à la foule. C'est la multitudo, la plebs, qui est arrogante quand elle a du pouvoir, servile quand elle est dominée, source de crainte pour tous, et le seul moyen de l'empêcher d'être source de crainte, c'est d'en faire un objet de crainte. Donc, ou bien on la terrorise, ou bien elle terrorise. Donc, on imagine tout de suite les violences de rue, les massacres, et réciproquement, les contre-massacres par lesquels les patriciens pourraient réprimer les ardeurs violentes de la foule. Donc voilà tout d'un coup, dans le traité politique, dans ce jeu si délicat d'équilibre socio-économique, tout d'un coup, la violence qui réapparaît. Et étrangement, la violence multiple, dangereuse, elle réapparaît non pas immédiatement dans les faits, mais dans le discours des nobles parlant de la foule. Autrement dit, ce que les théoriciens du pacte assignent à l'état de nature, les nobles l'assignent à la foule comme si la foule représentait une sorte d'état de nature permanent de la société. On n'est pas loin du thème classe laborieuse, classe dangereuse. Alors, que répond Spinoza à cet argument? Réponse. Alors, il ne répond pas du tout en termes juridiques, au sens usuel du terme. Il répond en des termes qu'on pourrait appeler juridiques, mais au sens spinoziste, c'est-à-dire en termes passionnels, justement. Réponse. Mais la nature est une et commune à tous. Ce sont la puissance et l'éducation qui nous font illusion. Donc, il va contredire le discours des nobles, pas du tout en disant « la foule n'a pas ces vices que vous lui attribuez ». Il répond au fond « oui, la foule a tous ces vices que vous lui attribuez. Seulement, elle n'est pas la seule, vous les avez aussi ». Autrement dit, la réponse de Spinoza consiste non à nier l'argument, mais à le généraliser. À dire cette violence spontanée que vous repérez dans la plebs, elle est en fait présente chez vous aussi. Simplement, vous avez une culture, une richesse qui permet de la dissimuler, mais pas du tout de la supprimer. Donc, mais la nature est une et commune à tous, ce sont la puissance et l'éducation qui nous font illusion. C'est pourquoi, lorsque deux hommes font la même chose, nous pensons souvent que c'est tolérable chez l'un et non chez l'autre, mais ce n'est pas l'action qui est différente, c'est son auteur. L'arrogance est le propre des maîtres. Les hommes en font preuve quand ils occupent une charge pour un an. Qu'en sera-t-il des nobles qui visent à des honneurs éternels? Mais leur arrogance se part de faste, de luxe, de prodigalité, d'une certaine harmonie entre vices. Elle est stupide de façon brillante et immorale de façon élégante, si bien que ces vices, qui considérés chacun à part, sont manifestement honteux et répugnants, paraissent honorables et distingués aux ignorants et aux naïfs, paraissent ignorables et distingués aux ignorants et aux naïfs, c'est-à-dire à ceux qui ne voient pas la nature humaine une chez les uns et les autres. Si la foule, par ailleurs, n'a aucun sens de la mesure, si elle est redoutable à moins qu'on ne la frappe de terreur, c'est que la liberté et l'esclavage ne se mélangent pas facilement. Enfin, que la plèbe soit étrangère à toute vérité, à tout jugement, ce n'est pas étonnant, alors que les principales affaires de l'État sont traitées à son insu, et qu'elle en est réduite à les deviner d'après les quelques faits qu'il est absolument impossible de lui cacher. Il faut en effet une rare vertu pour suspendre son jugement, donc vouloir agir toujours à l'insu des citoyens, tout en exigeant qu'ils s'abstiennent de faux jugements et d'interprétations malveillantes, c'est le comble de la sottise. En effet, si la plèbe savait garder son calme, suspendre son jugement sur les questions qu'elle connaît trop peu, ou juger correctement une question à partir d'une information réduite, elle mériterait assurément plutôt de gouverner que d'obéir. Mais nous l'avons dit, la nature humaine est la même chez tous. Autrement dit, c'est le secret qui produit l'ignorance et la sottise. Il n'est pas
cette ignorance et cette démesure dans le jugement n'est pas inscrit chez certains hommes a priori. Tous les hommes deviennent arrogants quand ils exercent quelque domination. Tous sont redoutables à moins qu'on les frappe de terreur. Et la vérité, partout et presque toujours, est déformée par ceux qu'elle irrite ou qu'elle condamne. Autrement dit, cette résurgence brusque de la violence dans le discours des nobles, elle n'est pas refusée par Spinoza. Il accepte donc l'idée que la violence originaire est toujours présente dans la société, seulement elle est présente premièrement de façon commune, deuxièmement de façon multiple. Cette présence qui est chez tous est visible et apparaît donc grossière et condamnable dans la foule, alors qu'elle est cachée, enrichie, rendue apparemment acceptable, donc bien plus dangereuse, chez les nobles. D'où la nécessité effectivement de renforcer les contrepoids politiques et autres. Je conclus. Quand on constate le lexique de la violence, les différentes formes du lexique de la violence chez Spinoza, on se rend compte que ce lexique est d'abord un lexique juridique, emprunté au droit naturel, mais qu'il est presque immédiatement traduit dans un lexique passionnel, plutôt dans plusieurs lexiques passionnels, un lexique de la violence spontanée, un lexique de la violence post-sociale, que l'usage de la conceptualité inhérente à cette traduction barre les effets usuels du lexique de droit naturel, c'est-à-dire fait ressortir d'une part le caractère théorique et purement théorique du langage du droit naturel, d'autre part fait ressortir le caractère idéologique, imaginaire du langage des nobles sur les vices de la foule. Autrement dit, le double lexique de la violence, du droit et des affects qui est présent sous la plume de Spinoza sert finalement à dépasser les théories contractualistes et du côté d'une doctrine du jeu des passions, des contrepoids passionnels, et du côté d'une doctrine des intérêts et des contrepoids politiques et économiques. Je vous remercie. Merci. Donc là, il nous reste un quart d'heure, 20 minutes à peu près, hein, pour prolonger cet exposé de Pierre-François Moreau par des questions. Et donc, le micro est à votre disposition. Bonjour, Christophe Mileski. Donc j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Je ne connais pas beaucoup Spinoza. J'aurais deux remarques marginales par rapport à ce que vous avez dit et deux questions pour m'éclairer sur la pensée de Spinoza. Les remarques marginales concernent la notion de tolérance que vous avez touchée au passage. Moi, je ne vois pas d'antinomie entre les différents sens, le sens actuel et le sens étymologique, parce que j'ai toujours compris la tolérance comme ça, non pas dans l'acception consensuelle molle qui accourt aujourd'hui, mais bien comme la capacité d'endurer la souffrance que l'autre existe, y compris dans des formes qui sont... Excusez-moi, c'est pas ça que je veux dire. Quand je dis endurer, c'est endurer les supplices. Oui, mais pour moi, j'entends la tolérance parfois comme une forme de supplice. Lorsque je dois tolérer d'entendre certains discours politiques, et je dois le tolérer, c'est un supplice, c'est ce que je voulais dire. Donc pour moi, il n'y a pas d'antinomie entre les deux sens, le sens premier et le sens qui accourt plus fréquemment aujourd'hui. La deuxième remarque concernait la théorie du pacte, qui peut à la fois légitimer et délégitimer. Est-ce que je dis une bêtise si je dis que les délégitimations ont toujours été très rapidement des phases vers une relégitimation d'un autre pacte ou prétendu tel? Est-ce que c'est une bêtise? Vous me répondrez peut-être après, parce que c'est encore une remarque. Et j'ai deux questions là sur Spinoza. Je ne sais pas y répondre, donc elles me viennent en vous écoutant. Est-ce que Spinoza s'interroge sur ou réfléchit, ou est-ce que c'est un anachronisme, à ce que le pacte lui-même peut engendrer comme passion? Est-ce qu'il y a cette hypothèse ou cette dimension possible? Ou bien est-ce qu'il y a vraiment un noyau dur de la nature humaine qui est invariable et intouchable, quelque pacte que l'on se donne? La question m'est venue quand vous avez rappelé que le souverain ne pouvait pas obtenir que quelqu'un se porte de la haine à lui-même, etc. J'ai des contre-exemples, hein. J'ai pensé au camp de la mort à cet endroit-là.
bien sûr, la haine envers soi-même, l'amour de son bourreau. Bon, comment Spinoza peut-il nous parler de cette chose-là? Je crois que peut-être il peut en parler. Et puis deuxième question, est-ce que, et en fait c'est la même probablement, est-ce que les passions, dans sa réflexion, entrent en jeu d'une manière ou d'une autre dans la rédaction même du pacte, dans les clauses finalement qui sont établies entre ces hommes? Est-ce que la passion n'est pas à l'œuvre dans l'écriture? Il me semble que vous avez laissé entendre que oui, mais je connais vraiment pas assez Spinoza pour... j'ai besoin de votre lumière. Merci. Alors, je commence par les deux remarques. Oui, bien sûr, entre les différents sens du mot tolérance, il y a un rapport étymologique. Hein. Dans les deux viennent de tolérer, c'est-à-dire supporter. Mais il y a quand même une différence énorme. Je veux dire, dans un État, je ne sais pas, quand sous François Ier, on fait monter les protestants sur le bûcher et qu'ils acceptent courageusement, sans se révolter, de brûler, on n'appelle pas ça... Usuellement, on ne dit pas que c'est un État tolérant. Mais eux font preuve de tolerantia au sens où Spinoza l'entend, c'est-à-dire bon, c'est un des sens du terme latin, font preuve de courage dans les supplices. Hein. Ils chantent des cantiques, ils ne trahissent pas leur foi, etc. C'est évidemment quand même très différent. Hein. Donc, je mentionnais ça simplement au passage. Il se trouve qu'une fois, Spinoza utilise le terme tolerantia, mais je traduirai évidemment pas par tolérance, c'est la capacité à supporter une épreuve. Bon, c'est quand même très éloigné de la capacité à supporter l'existence d'autrui. Là, c'est la capacité de supporter, à la limite même pas autrui, mais la conséquence d'un autrui qui m'agresse. Votre deuxième remarque, j'oublie entre-temps. Avant les questions, c'était... Oui, bah évidemment, bien entendu. Personne ne délégitime un État pour dire, et chic, maintenant on va vivre dans la guerre civile perpétuelle. Hein, encore que ceux qui détruisent un État n'éprouvent pas forcément le besoin de formaliser tout de suite. Après tout, dans l'histoire des insurgents d'Amérique que je citais, il y a eu très longtemps qui s'est passé entre l'insurrection et la rédaction de constitution. Bon, n'empêche qu'il y a eu quand même un fonctionnement qui leur paraissait plus légitime. De même qu'en 1789, aussitôt qu'on remet en cause le type de pouvoir qui est jusqu'ici, on annonce qu'on va créer une constitution. Donc, bien entendu, la délégitimation est toujours légitimante. Ce qui se passe simplement, qu'il faut remarquer, c'est qu'en cas de délégitimation, il y a souvent plusieurs relégitimations concurrentes. Donc, dans une assemblée constituante, vous avez... Ça se passe en 1789, ça se passe au moment, en 1917 en Russie, au moment de la réunion des constituantes, qui d'ailleurs est à son tour très vite dissoute, dans la mesure où il y a plusieurs partis qui représentent plusieurs programmes, alors que tout le monde est d'accord sur la délégitimation de ce qui existait, on voit s'affronter plusieurs projets concurrents de fondation d'une nouvelle légitimité. Bon, je suppose que j'ai répondu à vos remarques. Je passe maintenant aux questions. Est-ce que le pacte peut lui-même engendrer des passions? Est-ce qu'il peut lui-même être en partie enrayé par les passions? Je répondrai à strictement parler non, dans la mesure où, au fond, la morale de l'histoire, c'est que le pacte n'existe pas. C'est que ça n'est qu'une façon de décrire ce qui se passe réellement dans l'État. Alors, reposons la question autrement. Est-ce que l'État peut engendrer des passions? Et est-ce que l'État lui-même peut être engendré de façon passionnée? Bien entendu. Alors, je commence par la deuxième question. Est-ce que l'État peut engendrer de façon passionnée? On pourrait dire que tous les États qui fonctionnent mal, s'ils fonctionnent mal, c'est soit que leurs vices ont été engendrés par hasard, soit que tout simplement, dans leur constitution, la façon dont ils ont été constitués historiquement, et non pas juridiquement, non pas par un pacte, mais par l'histoire réelle qui les a fabriqués, les passions de tel ou tel groupe d'individus l'ont emporté sur ce qui est rationnel. Mais il faudra ajouter presque immédiatement qu'au fond, aucun État n'a été constitué rationnellement. C'est ça la différence avec une théorie du pacte. Donc ils ont tous été constitués passionnellement, simplement il y en a où les passions ont eu un effet heureux, ou bien où le hasard a bien joué, ou bien où des retouches successives liées à la pratique, faites par les praticiens, les praticiens de la politique qui sont pas des êtres rationnels, qui sont des êtres dominés par la crainte, mais où la crainte a été bonne conseillère, leur a permis peu à peu de mettre en place un État qui fonctionne bien. Donc finalement, il y a des bonnes passions. Simplement, la crainte, c'est une passion qui permet non pas de fabriquer des États parfaits, mais de fabriquer des États qui marchent moins mal que les autres. Maintenant, est-ce que l'État peut fabriquer des passions qui vont
contrebalancer même les deux noyaux les plus immédiats de l'individu, bien entendu. Simplement, il ne peut pas le contrebalancer directement. Si vous ordonnez à un individu de se haïr lui-même, vous perdez votre temps. Pour que vous obteniez qu'un individu se haïsse lui-même, ou qu'il dénonce ses bienfaiteurs, etc., il faut mettre en jeu un poids passionnel beaucoup plus lourd qu'un simple commandement. Donc tous les contre-exemples qu'on peut citer sont de mauvais contre-exemples parce qu'ils ne prouvent pas qu'il est facile de lutter contre ce noyau passionnel identitaire. Ils prouvent qu'on peut lutter contre lui. Mais à chaque fois, il faut bien voir qu'il faut créer une situation dans laquelle ce noyau est ébréché. Donc ça coûte cher. Ça coûte cher passionnellement. Il faut tout le poids d'une religion, d'une idéologie, etc., etc. Ou d'une révérence concentrée sur la personne du souverain. Et c'est quelque chose qui n'est pas spontané. On peut passer le micro là-bas. Alors, comment est-ce qu'on peut lire le décalage que certains appellent aussi opposition entre les traités théologico-politiques et les traités politiques, du fait que le premier affirme que la liberté est la fin de l'État, tandis que le deuxième affirme explicitement que la liberté que la fin de l'État est la sécurité, tandis que la liberté il dit, je sais bien que dans la littérature spinoziste, on trouve cette contradiction, mais il me semble qu'elle n'est pas dans le texte. C'est pas dans le texte, justement. Non. Dans le texte, il dit très clairement, aussi bien, il dit dans les deux cas que la liberté est la fin de l'État et que la sécurité est la raison pour laquelle les hommes le constituent. Ce qui est pas pareil. Les hommes ne se sentent pas en sécurité à cause de la violence qui règne dans l'état de nature et ils constituent l'État à cause de cela. Et une fois que l'État existe, il se trouve à lui-même, en quelque sorte, une autre fin qui est au-dessus de la sécurité, qui est la liberté. Mais d'abord contredit pas la première, mais qui va plus loin. Mais limite, on pourrait dire que ça, on le trouve aussi dans certaines théories du pacte. Par exemple, chez Hobbes, les hommes ne constituent pas l'État pour créer la science, la civilisation, etc., etc. Ils constituent vraiment sous les vampires de la crainte. Mais une fois que l'État est constitué, d'une certaine façon, il se fabrique des fins nouvelles. Et la civilisation, la science et autres se développent. Donc, il y a bien, chez Spinoza, une fin de l'État qui n'est pas la fin que les hommes poursuivent quand ils constituent l'État. Donc, ce point de vue, je ne crois pas qu'il y ait une évolution d'un texte à l'autre. Oui. Une deuxième question. Quel est le rapport entre la dimension de la vera religio et celle qu'on pourrait appeler justement la dimension idéologique, l'utilisation politique de la religion? Est-ce qu'elles sont totalement séparées ou est-ce qu'il y a... même. Dans la mesure où, alors notamment le traité politique, Spinoza insiste sur le fait qu'un État qui fonctionne bien, c'est un État qui fonctionne que ses citoyens soient raisonnables ou qu'ils soient passionnels. Il s'agit de neutraliser la raison dans l'histoire. Un État qui fonctionne bien, c'est un État qui fonctionne que ses dirigeants soient raisonnables ou qu'ils soient passionnés. Donc il faut neutraliser la raison aussi bien du côté des citoyens que du côté des dominants. Je crois que de la même façon, il faut constituer un droit de la religion tel qu'elle fonctionne bien, qu'il s'agisse de la vera religio, de la religion vraie à laquelle le philosophe peut adhérer, ou d'une religion même superstitieuse, à condition qu'elle n'excède pas les limites que l'État lui impose. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître aux différentes sectes qui existent le droit de raconter n'importe quoi, y compris les choses les plus fausses possibles, du moment qu'elle n'appelle pas à détruire l'État, du moment qu'elle ne délégitime pas le souverain, du moment qu'elle n'appelle pas à la guerre contre des États étrangers avec lesquels on est allié, etc., etc. Donc en gros, du moment que le magistrat garde le contrôle sur elle. C'est évidemment pas une théorie de la liberté de conscience. Hein. C'est une théorie de la souveraineté sur certains points des autorités civiles et sur les religions. Mais de ce point de vue, il n'y a pas de différence entre la religion et les fausses. Marie-Gaille, je voulais vous demander comment un État désacralisé, qui est censé donc être l'équivalent en effet de l'État des Hébreux, peut produire les mêmes effets que l'État des Hébreux du point de vue de l'obéissance. Puisque justement dans l'État des Hébreux, le problème de l'obéissance est résolu par la croyance. Est-ce qu'un État désacralisé peut avoir exactement les mêmes effets et de quelle manière ?
En obtenant les mêmes effets, tout simplement. La question n'est pas comment l'État zébreux l'obtient, mais pourquoi il cherche à l'obtenir. Alors, réponse, ce que Moïse obtient par son état totalement religieux, c'est la neutralisation d'un certain nombre d'affects. Donc on transporte en régime moderne, comme une fois qu'on a constaté qu'effectivement la religion c'est extrêmement utile, mais ça a finalement aussi beaucoup d'inconvénients. Donc la sacralisation de l'État, dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, la religion qui faisait fonctionner l'État, au contraire, accroît les dysfonctionnements. D'où, dans l'histoire d'État des Hébreux, la petite brèche initiale qui était le fait que la caste des prêtres était une caste séparée. Dès que ça commence à mal marcher, l'effet du religieux est de multiplier ce dysfonctionnement et d'aboutir finalement à la ruine de l'État. Donc la religion est un moyen efficace, mais finalement trop coûteux dès qu'il commence à dysfonctionner. Donc dans les États modernes, on cherche à obtenir par d'autres moyens les mêmes effets. Donc la question sera comment une monarchie, une aristocratie, une démocratie peuvent obtenir par des jeux passionnels, mais des jeux passionnels qu'il faudra en même temps limiter, et par des jeux d'intérêt, ce que l'État des Hébreux obtenait par la religion. D'où, par exemple, l'idée que dans une monarchie, il ne doit pas y avoir de propriété du sol. Le fait qu'il n'y ait pas de propriété individuelle du sol va amener les citoyens... Alors que la théocratie vivait en sorte en autarcie, considérait toute personne, tout peuple qui vit avec une autre religion comme des ennemis, la monarchie spinoziste, ça va être le contraire, elle va vivre avec le maximum d'échanges commerciaux. Et comment faire pour développer les échanges commerciaux? Réponse, la propriété du sol doit être collective. Donc l'âpreté au gain des citoyens va immédiatement les porter vers le commerce, et notamment le commerce international. Donc on a une toute autre configuration, mais qui finalement doit aboutir aux mêmes effets. C'est le jeu des intérêts, et donc des lois qui viseront non plus à leur rendre le travail processus religieux, mais au contraire à rendre le travail un intérêt perçu par chacun comme devant lui rapporter lui et sa famille, qui provoquera l'équilibre que la théocratie trouve autrement. Une dernière question éventuellement? Non? Bien, mais écoutez, nous allons faire une pause d'un quart d'heure qui permettra à chacun de souffler un peu et de boire un bon café.